Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, je vous signale que ce soir, nous recevons sur le plateau Boubacar Diallo, ancien président de la Maison de la Presse et de l'ANEPI. Avec lui, nous allons parler de la Journée nationale de la liberté de la presse qui a été célébrée hier. Mais en attendant, hier a été célébrée donc la Journée nationale de la liberté de la presse, une commémoration qui a été marquée à Zender par une série d'activités de solidarité avec des dons au niveau de la maison d'arrêt et le centre mère et enfants. Compte rendu Ben Salamoussa. Zender célèbre pour la première fois en 6 ans la Journée nationale de la liberté de presse. Première édition en région, réussie ce samedi 30 novembre dans la prestigieuse cité légendaire et historique du Damagaram. Les médias, en collaboration avec le relais CSC Zender, ont organisé une série d'activités de solidarité. Première étape, maison d'arrêt de Zender. Les médias ont offert des kits composés de nattes, des moustiquaires imprégnés et de récipients d'eau. Un geste qui impressionne les responsables de la prison civile de Zender et les autorités, notamment le secrétaire général adjoint de la région et le procureur près de la cour d'appel de Zender. Je voudrais donc, au nom du gouverneur empêché, au nom et à mon nom propre, vous remercier pour ce don très important qui va certainement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des détenus de la prison civile de Zender. Donc, soyez-en rassurés, mesdames et messieurs, que les responsables de la prison civile prendront toutes les dispositions pour que ce don arrive aux bénéficiaires. Je voudrais, pour terminer, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Youssouf Mahamadou, et le Premier ministre Brigitte Raffini, je vous remercie infiniment pour cet appui. Et j'appelle aussi d'autres donateurs de vous emboîter le pas. Notre reconnaissance à ces généreux donateurs et leur donner l'assurance que ces dons sera minutieusement utilisé par les bénéficiaires. Et je réitère également l'appel lancé par les SIG à l'endroit d'autres donateurs pour qu'ils viennent au secours de nos détenus. Deuxième étape, le centre mère et enfants de Zender. Là encore, des kits sont offerts gracieusement aux femmes victimes de fistules obstétricales, selon le président du comité d'organisation, Ibrahim Malanchilou. Permettez-moi de vous rappeler qu'on a constitué un comité pour avoir des sous au moins pour soutenir certaines personnalités qu'on vit ensemble, dont la prison civile et le centre mère et enfants, surtout chez les femmes fistuleuses. Donc pour cela, on a constitué un petit don symbolique qui est constitué de savon, de pagnes d'enfants et quelques parfums aussi pour soutenir nos sœurs, nos mères qui sont dans les centres fistuleuses. Le nouveau directeur du centre mère et enfants de Zender a promis à son tour que les kits seront utilisés à bon escient. Je peux répéter ici la citation d'un artiste. La solidarité entre humains, c'est la seule façon de montrer qu'on vit comme des humains. Vous avez pensé à la prison civile, ce sont des humains comme nous qui sont là-bas. Vous avez pensé à ces femmes fistuleuses qui aujourd'hui sont avec nous. Ça rentre aussi dans le cadre de la prise en charge de ces femmes. Parce que dans leur prise en charge, il y a un volet social qui est là. Et ces gestes témoins, ces volets social que vous avez appuyé. Et au nom de toutes ces femmes, au nom de tout le personnel du centre mère-enfant, nous vous remercions beaucoup et nous allons transmettre ces cadeaux comme gestes aux bénéficiaires. Dans l'après-midi, un match de football avait opposé l'équipe des médias de Zender à celle des autorités soldées par la défaite des hommes des médias sur la plus petite de marque 1-0 au stade régional Laondidi Manzo de Zender. Ensuite, sur le plan sportif, pour célébrer la journée nationale de la liberté de la presse, un match amical a opposé les journalistes à l'équipe du gouvernorat au stade Laondidi Manzo. Retrouvons encore Ben Salamoussa pour le compte-rendu. Les hommes des médias de Zender habillés en rouge et l'équipe du gouverneur de la région en kaki sur la pelouse du stade régional Laondidi Manzo de Zender en ce 30 novembre.
Une partie dominée par des fair play de la part de 22 acteurs sur le terrain. 25 minutes x 2 qu'a duré cette rencontre. Les journalistes et les autorités ont mouillé le maillot, montant ainsi de belles actions au public présent au stade régional Léon-Didi Manzo. La première mi-temps a été dominée par l'équipe du gouverneur de la région avec un contrôle du rond central par le président du conseil de ville, Dr Savo Mohamed Bachir, qui a failli surprendre la charnière centrale de la presse avec une passe décisive à la 18e minute. 0 but partout à la pause. À la reprise, après quelques changements effectués par les deux entraîneurs, l'équipe des journalistes joue en attaque. Des appels en profondeur, des coups francs, mais la défense costaud des autorités bloque. 42e minute de jeu, l'équipe du gouverneur marque sur un centre. Sani Arji en position de jeu, mais pas du tout selon l'arbitre. Sani Arji contrôle et trompe le portier des journalistes. 1 but à 0, score qui reste inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Une satisfaction de la part du premier capitaine de l'équipe, gouverneur de la région Issa Moussa. Je pensais quand même comme c'était la journée de la presse allait s'imposer. Ça n'a pas été le cas. C'est l'administration qui s'est imposée. Et comme c'est moi le chef de l'administration, vous imaginez comment je suis tout à fait heureux que cela soit ainsi. Mais de toutes les façons, c'est juste pour créer les conditions justement de rapport entre tous les éléments de la presse, l'administration. Vous savez, c'est deux pôles qui participent tous justement à la promotion du développement. L'administration travaille, la presse elle doit diffuser tout ce que vraiment communiquer avec le peuple. C'est pas parce qu'elle a perdu qu'elle va cesser de le faire. Je pense qu'elle va continuer à travailler comme elle a eu à le faire, dans le sens justement de sensibiliser la population pour tout ce qui est en train d'être fait. Encore une fois, je pense que l'année prochaine, nous y serons et que la presse va partir avec vraiment l'idée qu'il faut reprendre la revanche l'année prochaine. Cette rencontre amicale s'est jouée dans le cadre de la célébration de la 6e édition de la journée de la presse. Une première célébration, une grande première en région qui a reçu l'approbation des hommes et femmes des médias ainsi que le public de Zander. Disons tout simplement, vive la presse. Monsieur Boubacar Diallo, bonsoir. Je rappelle que vous avez été l'ancien président de la Maison de la Presse et de l'ANEPI. Donc hier a été célébrée la journée nationale de la liberté de la presse. Alors est-ce qu'on peut dire concrètement aujourd'hui qu'il y a la liberté de la presse dans notre pays? Eh bien, si c'est, je dirais d'emblée que on peut dire que la liberté de la presse existe au Niger, elle est réelle parce que les journalistes ont une certaine liberté de ton. Ils ont une liberté de temps, ce qui explique que depuis le début de cette année, nous n'avons pas quand même assisté à certaines violations de cette liberté, comme on l'a connu les années précédentes. Cependant, je dirais que beaucoup reste à faire pour que la presse soit réellement libre, particulièrement dans ce contexte sécuritaire que vit le Niger, parce que les journalistes n'ont pas accès aux sources crédibles d'informations. Quand je vous donne un exemple, dans ce qui se passe aujourd'hui à Difa ou de la région de Tillabéri, c'est toujours de l'extérieur ou à travers les médias sociaux que les journalistes eux-mêmes s'informent. Alors que nous avons les sources d'information qui sont le gouvernement, qui sont les responsables politiques et administratifs au niveau des régions et des départements, qui malheureusement sont généralement silencieuses comme des cas qui refusent de donner l'information aux Nigériens, aux journalistes nigériens, ce qui fait que donc souvent ce sont les médias internationaux, donc les chaînes dites dominantes, qui donnent l'information parce que les dirigeants préfèrent leur donner l'information que de la donner à leurs concitoyens qui sont là au service du peuple. Donc à ce niveau, il y a un grand travail à faire et surtout que nous avons quand même un texte révolutionnaire que les gens ignorent ou feignent d'ignorer. C'est la charte d'accès à l'information et aux documents administratifs qui a été élaborée depuis 2010, qui est encore en souffrance parce que quand même cette charte fait obligation de donner l'information aux journalistes, tout comme il a des devoirs. La liberté de la presse n'est pas aussi effective
parce que nous avons des entreprises, moi je dirais entreprises entre griffes, nous avons des entreprises de presse qui ne sont pas encore viables, donc qui ont des assises financières, ce sont des entreprises très, très fragiles qui peuvent s'écrouler d'un jour à l'autre. Donc elles-mêmes vivotent, les journalistes et les techniciens qui y travaillent eux-mêmes vivent au jour le jour, donc les conditions de travail ne sont pas réunies pour qu'on dise vraiment, pour pouvoir jouir pleinement de cette liberté de la presse. La seule liberté qu'on a, je dirais, c'est vraiment cette liberté de ton. Mais en même temps, on parle souvent d'éthique et de déontologie. Est-ce que les journalistes nigériens respectent l'éthique et la déontologie de leur métier? Sincèrement, à ce niveau, je peux dire que l'écrasante majorité, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas de statistiques, personne ne dispose de ça, mais je peux dire que l'écrasante majorité ne respecte pas les règles du métier en général. En général, parce que j'écoute les médias, je lis les journaux, et je constate que beaucoup même carrément dévient de leur mission. Ils dévient de leur mission, les gens confondent la communication à l'information. Beaucoup ne font pas de formation, ils font de la communication. Beaucoup ont un niveau très faible d'écriture. Et quand on a un niveau très faible d'écriture, il est difficile de pouvoir faire passer une information, il est difficile de faire passer de la communication. Donc, et en plus, le fait d'autre part, il y en a qui l'expliquent par la dépénalisation, le fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas inquiétés. Ça donne le libre choix à beaucoup de faire ce qu'ils veulent. J'entends et je lis des choses insensées, des insultes et tout ça. Ça n'honore pas la presse, c'est des violations flagrantes du métier. Et je pense que, en tout cas, le constat que j'ai fait, à travers ma petite expérience en tant qu'observateur, l'écrasante majorité de ceux qui exercent ne respectent pas les règles du métier et ils n'ont pas le bon comportement du journaliste parce que les gens sont toujours derrière des petits strapontins. Aujourd'hui encore, malgré tout ce qui a été fait depuis des années, les journalistes continuent à racketter, les journalistes continuent sur les terrains de reportage à attendre des gratifications. Et ça, c'est désolant, ça fait honte à la profession. Quelque part, c'est ça même qui explique que certains professionnels ne se font plus voir parce qu'ils ont honte. Un journaliste, c'est quelqu'un, même quand tu lui donnes un cadeau, il doit le refuser. Mais aujourd'hui, il y en a qui font de ça carrément un combat. Ils sont capables de faire du boucan en public et ça n'honore pas la presse nigérienne. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire pour parler de presse libre et responsable. Mais dans ce cas, comment faire pour que les journalistes puissent respecter l'éthique et la déontologie de leur métier? Il faut que les journalistes comprennent que ce métier est noble. Quand on dit noble, ça veut dire qu'il faut le faire correctement, il faut le faire sans calcul, il faut le faire de façon désintéressée, se dire qu'on est au service du public. On doit servir le public, on doit servir la démocratie, on doit servir le Niger et on doit servir au-delà du Niger, on doit servir tout le monde. Parce que même l'étranger qui est de passage, qui est dans une escale à Niamey, il faudrait qu'il ait une information utile. Donc vous voyez, en plus de ça, les promoteurs de ces entreprises de presse, eux aussi doivent changer. Ils doivent changer, pourquoi? Parce que ce n'est pas une boutique qu'ils ont au marché, non. C'est une entreprise qui a des règles. Et il faudrait que leur poche soit différente de la caisse de l'entreprise. Il faut des comptabilités dans nos organes de presse. Et l'écrasante majorité, malheureusement, n'a pas de comptabilité. Vous avez beaucoup de gens qui sont payés sur la base de certaines listes à la fin du mois. C'est une liste sur laquelle il y a le nom de tout le monde, tu viens, tu signes en face de ton nom, et il n'y a pas de bulletin de salaire. Donc c'est vraiment archaïque. C'est comme gérer, je dirais, c'est comme dans un foyer, le père de famille ou la mère de famille fait ce qu'elle veut avec l'argent. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc il faudrait que les journalistes prennent conscience que c'est noble. Ils ne doivent pas accepter des cadeaux. Qu'ils aient faim ou soif, quand ils sont dans ce métier, il faut qu'ils honorent ce métier, il faut qu'ils soient des gens dignes, respectables, des exemples. Parce qu'un journaliste, c'est un modèle. C'est comme un enseignant dans le temps, on doit suivre le modèle, son exemple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas du journaliste. Ce n'est pas un bon exemple, en tout cas au Niger et dans beaucoup de pays africains. Donc les patrons aussi doivent être responsables, mettre leurs agents dans des conditions. Il faut humaniser
ce travail-là. Donc c'est le travail des organisations, des responsables des médias, parce qu'on a créé une télé, on a créé un journal, on a créé une radio. Il faut bien qu'on ait les moyens de sa politique. Si on n'a pas les moyens de sa politique, alors on ferme, on va au grand marché, on ouvre une boutique ou bien au petit marché, je ne sais pas, ou on devient charcutier, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce métier a des règles qui sont très strictes, il faut les respecter. Actuellement, pour les journalistes, particulièrement ceux du privé, un grand problème subsiste. C'est celui de la convention collective qui tarde à être appliquée. Alors, à votre niveau, en tant qu'ancien président de la Maison de la Presse, est-ce que vous ne pensez pas que le moment est arrivé pour l'État, donc le gouvernement, d'imposer cette convention collective-là? Sincèrement, je dis d'emblée, ce n'est pas le rôle de l'État. L'État n'a aucun pouvoir d'imposer quoi que ce soit. La convention collective, je vais être terre à terre. Je l'ai dit il y a plusieurs années quand il y a eu la conférence des cadres de l'information au Palais Congrès de Niamey. C'est comme une alliance, c'est comme un mariage, une jeune fille et un jeune garçon. C'est eux qui décident, ils doivent s'entendre pour lier l'alliance. Donc c'est comme ça. Ce sont les employeurs et les employés qui doivent s'asseoir autour d'une table, qu'ils s'entendent sur des règles, sur des principes. Et une fois qu'il y a entente autour de la table, ils peuvent passer à la signature de la convention. L'État peut jouer le rôle de facilitateur, pas plus. Mais il n'a aucun pouvoir, aucun texte ne peut donner le pouvoir à l'État d'obliger. Non, ça c'est exclu, ce n'est pas dedans, c'est vraiment entre deux parties, les employés et les employeurs. Et les employés, je me souviens très bien, ça fait très longtemps qu'on est dans ce débat, il faut d'abord qu'ils avaient un moment conditionné ça par une réglementation de la publicité. Parce qu'effectivement, vous voyez comment fonctionnent les médias. Beaucoup n'ont pas de publicité. Et un média, pour qu'il ait ses ressources, il tire principalement ses ressources de la publicité. Le marché publicitaire, et c'est qu'il est au Niger, ceux qui sont au pouvoir, ils préfèrent donner ces marchés publicitaires aux médias qui les soutiennent, qui les accompagnent. Donc ceux qui les critiquent, ils n'ont rien. Donc ceux-ci-là, on les accompagne plutôt à ne plus exister. Maintenant, ceux qui soutiennent l'autre bord, donc l'opposition, eux aussi, par leurs affinités, ils facilitent ce marché publicitaire. Mais nous, à l'époque, ce qu'on avait vu, même s'il y a une loi aujourd'hui sur la publicité, mais elle a été carrément vidée de son essence. Parce que nous, dans notre entendement à l'époque, quand on avait lancé cette idée, c'était que tous ceux qui étaient assez réguliers, qui respectaient certains critères, qui répondent vraiment à des médias responsables, qu'ils puissent, au même titre que ceux à qui on en donne beaucoup de publicité, que sur la base de ces critères, qu'eux aussi aient droit et accès à ce marché publicitaire. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui encore, vous allez voir que certains médias ont automatiquement la publicité des institutions de l'État et même des organisations internationales. Par contre, d'autres n'en ont pas. Donc, les promoteurs des secteurs privés à l'époque avaient conditionné ça ils avaient conditionné la signature de cette convention collective par d'abord l'accès au marché publicitaire. Et je ne les soutiens pas, mais je pense que c'est vraiment juste. C'est un combat juste qu'ils mènent. Et à ce jour, plusieurs années après, on n'est pas arrivé à ça. Et encore aujourd'hui, j'ai entendu des discours hier encore où les gens ont encore parlé de convention collective. L'année prochaine encore, Inch'Allah, que Dieu nous peut. Les gens vont encore parler de convention collective parce qu'on ne veut pas aller là où réellement on peut parvenir à cette signature. Les conditions ne sont pas encore réunies. En tout cas, moi, l'observation que je fais aujourd'hui, je constate que les gens ne sont pas encore prêts pour ça. Donc les promoteurs sont de leur côté, les employés sont de l'autre côté. Et le pouvoir, chaque fois, il y a toujours une phrase dans les discours, mais concrètement, le vrai problème, il est là. Et à un moment, nous, avant même que, pendant ces trucs-là, à l'époque, on était encore à l'ANEPI, je vous parle de peut-être il y a 10-15 ans, à un moment, on s'est dit qu'il faut fédérer les énergies. Il faudrait peut-être... On s'est dit qu'il y avait trop d'organes de presse dans ce pays, dans le paysage. Peut-être que si on arrivait à regrouper, au lieu d'avoir 100 titres de journaux, et si on regroupait tous ces journaux pour avoir 5 bons titres. Moi, je suis convaincu que si on faisait ça, on aurait pu faire des entreprises, des journaux viables.
ça n'a pas été le cas. La réflexion est arrivée au niveau des radios et télévisions. C'était le même problème. Tout le monde veut être chef, c'est comme les partis politiques aujourd'hui. Vous allez voir des gens qui ne peuvent même pas réunir 100 personnes, créer des partis politiques, parce que chacun veut être tout seul, il veut être chef, il veut diriger. Les énergies sont dispersées au point où donc on ne peut pas s'en sortir. Mais je vous dis d'emblée, la convention collective, ce n'est pas une affaire de l'État. L'État, c'est un facilitateur, mais il n'a aucun pouvoir de l'imposer à qui que ce soit. Donc c'est une entente entre les employés et les employeurs, et l'État doit créer les conditions pour que les entreprises de presse soient viables. Donc c'est par là-bas qu'on a besoin de sa facilitation. Et pour finir, quel conseil avez-vous à donner aux journalistes brièvement relativement à l'exercice de leur métier? Les journalistes, j'ai beaucoup de conseils à leur donner, j'ai tout un chapelet, mais je vais aller à l'essentiel. C'est d'abord de leur dire que c'est un métier noble. Quand on dit que c'est un métier noble, ce n'est pas que du vent. Ça veut dire qu'ils doivent être fiers d'eux-mêmes, fiers d'exercer ce métier. Fiers d'exercer ce métier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter de racketter. Quand vous allez interviewer quelqu'un, faites votre interview, faites de l'information, prenez l'information et puis allez-y, traitez-la. Soyez juste et équitable, c'est-à-dire il faut être aussi équilibré. Vous donnez la parole à un opposant, il faut avoir la réaction de celui du pouvoir, forcément et vice-versa. Vous allez voir une société civile qui accompagne le régime, il faut aussi donner la parole à l'autre société civile, puisque c'est comme ça que le Niger est. Et il faut aussi faire de l'information. Il faut arrêter cette confusion de la communication et de l'information. Comme disait quelqu'un, l'information dérange, la communication arrange. Parce que la communication, c'est de la publicité. Et beaucoup aujourd'hui ne font que de la publicité. Parce que c'est là, il faut dire que un tel est bon, un tel a bien travaillé, etc. C'est ça qui plaît aux uns et aux autres. Mais il y a des aspects importants que les journalistes oublient aujourd'hui. Le Niger est encore à la traîne. Le Niger a des problèmes d'école. L'école est à terre. Le Niger a des problèmes d'alimentation. Le Niger a des problèmes d'accès aux soins. Le Niger a des problèmes d'accès, il a des problèmes de gouvernance en général. Voici des sujets qui doivent préoccuper les journalistes tous les jours. Ce sont des sujets de reportage qui ne tarissent pas. Voilà des sujets que les journalistes doivent faire au quotidien pour intéresser tout le public. Parce que n'oublions pas que nous avons une bonne partie de la population qui n'est pas à Niamey, qui n'est pas dans les grands centres urbains. Ils sont dans les départements. Et ces gens, leur priorité, ce n'est pas ce qui se passe au palais de la présidence ou ce qui se passe aux Nations Unies. Leur quotidien, c'est comment manger à ma faim. C'est comment me soigner. C'est comment amener mon enfant à l'école. Voilà les problèmes qui se posent chez les Nigériens, et c'est là que les journalistes doivent tourner leur regard pour être utiles vraiment au public. Et donc c'est ça aussi le service public, puisque même si on parle de médias publics, en fait c'est le travail de tout le monde. Un service public, c'est vraiment l'information, c'est-à-dire nous autres qui avons évolué dans le privé, on en fait, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je donne le conseil à ceux qui sont venus aujourd'hui après nous, vraiment de s'orienter vers le public. Et je vais profiter pour aussi donner un conseil à ceux-là des médias dits publics, donc des médias d'État. Il faut qu'ils sachent que les organes comme l'ORTN, comme l'ONEP, ne sont pas au service du pouvoir. Non. C'est des services, si on les appelle des médias publics, c'est parce qu'ils sont censés être au service de l'ensemble des Nigériens. Ils doivent donner la parole à toutes les associations, ils doivent donner la parole à tous les partis politiques, ils doivent donner la parole à tous les Nigériens, surtout que vous savez qu'il y a une taxe archaïque qui existe encore, c'est la taxe ORTN, qui ne reversait qu'à l'ORTN. À l'époque, il n'y avait que l'ORTN. Mais aujourd'hui, nous avons des médias privés qui font aussi bien, sinon même mieux, le service public. Donc, ces gens ont droit à cette redevance, ou alors on fait disparaître cette redevance. Parce que cette redevance, elle est obligatoire chez tout le monde. Tu n'as pas un poste de télévision, tu es obligé de verser ton argent à l'ORTN. Donc, tu as le droit d'être informé et d'avoir accès au micro de l'ORTN. Voici les principaux conseils que je donne, et à ceux du public, et à ceux vraiment
du privé et à ceux du public qui se considèrent comme des fonctionnaires. Non, ils sont journalistes. Ils ont été formés avec le budget de l'État pour être des journalistes, pour être au service du Nigérien. Donc il faudrait qu'ils reviennent à ça. Il n'y a aucune loi, aucun texte qui leur fait obligation d'obéir aux injonctions d'un ministre. Monsieur Boubacar Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi. Ensuite, le syndicat national des agents immobiliers du Niger a tenu ce matin son deuxième congrès statutaire au stade général Séni Kountché. Un congrès qui a porté sur l'apport du syndicat des agents immobiliers dans l'extension de nos villes. Le plan directeur, le point avec Adam Soumana. Les agents du secteur de l'immobilier du Niger se retrouvent à travers ce cadre qui se veut le deuxième congrès de leur syndicat pour se pencher sur les problèmes qui minent ce secteur afin d'y remédier. Des problèmes sur lesquels le président sortant du Sinaïn, Al-Hajj Hamza Issa, s'est longuement appesanti à l'ouverture des assises présidées par un représentant du ministère de tutelle qui a rassuré les participants des dispositions prises par l'État pour un meilleur encadrement du secteur. C'est dans cette optique qu'il a adopté la loi 2017-20 du 12 avril 2017 fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme et l'aménagement urbain, et la loi 2018-25 du 27 avril 2018 fixant les principes fondamentaux de la construction et de l'habitation avec objectif la prise en compte des imperfections constatées. Plusieurs décrets d'application sont adoptés, notamment le décret 2018-303 du 30 avril 2018 qui dispose dans son article 65 que l'exercice de la profession de l'immobilier est soumis à l'obtention préalable d'un agrément auprès du ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Prenant la parole à son tour, le représentant de l'USTN, centrale à laquelle le Sinaïn est affilié, le sieur Maman Ganaou a salué la régularité de la tenue des instances du syndicat des agents de l'immobilier. S'en sont suivis les travaux proprement dits du congrès à l'issue desquels un nouveau bureau a vu le jour avec de nouvelles réformes dont nous parle le nouveau président en marge des assises. On a fait les réformes pour améliorer nos activités. Et le premier nombre au début, le nombre était pléthorique. C'était un nombre de 50 membres. Donc il s'est avéré que beaucoup de membres ne viennent pas, même au niveau aux réunions, ne participent pas aux réunions, donc ils ne contribuent pas. Donc nous avons jugé utile de réduire ça de 50 à 21. Donc c'est la raison pour laquelle on a réduit le nombre. Maintenant, par rapport au mandat, c'est les mêmes difficultés qui nous ont poussé de changer le mandat de 3 ans à 4 ans. Les objectifs que nous nous sommes assignés, c'est vraiment, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Nous avons beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est au niveau de la mairie. La mairie, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait plus de à peu près 2 ans que les actes de cession manquent au niveau de la mairie. On a fait recours, on a cherché à avoir des rencontres avec le président de la délégation spéciale et il nous a toujours refusé ces rencontres-là. Je ne vois pas pourquoi l'État insiste souvent de dire qu'il faut que le chemin de la ceinture verte soit annulé. Donc par rapport à ça, j'espère que nous sommes en bonne marche avec l'État et l'État a déjà donné son aval pour la libération de la ceinture verte, le chemin de la ceinture verte. Ainsi, durant son mandat, le nouveau bureau du syndicat des agents immobiliers du Niger entend apporter sa contribution dans la maîtrise de la croissance galopante et anarchique des villes du pays, tout en essayant d'assainir le secteur pour le bonheur des populations. Ce matin s'est déroulée au sein du Bosquet des Nations la cérémonie de lancement du pacte éco-citoyen avec l'annonce également que le Bosquet des Nations sera réhabilité. Détail dans le reportage qui va suivre. Pour vivre heureux, il faut être dans un environnement sain, débarrassé de tout élément capable de le polluer. Aussi, la préservation et la protection de l'environnement incombent à tous les citoyens. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'Organisation de l'environnement et du développement durable qui a procédé ce matin avec le ministère de l'Environnement à la signature du pacte éco-citoyen avec comme perspective la réhabilitation du Bosquet des Nations. Occasion saisie par le gouverneur de la région de Niamey, Isaac Hassan Karanta, pour rappeler les conditions dans lesquelles le Bosquet des Nations a été instauré. Le Bosquet des Nations a été érigé lors de la fête nationale de l'arbre du 3 août 1992.
Il couvre une superficie de 6,64 hectares et comporte de nombreuses espèces locales. La dénomination de Bosquet des Nations tient de la volonté des autorités d'exprimer à travers cette réalisation d'espaces verts la solidarité du Niger avec toutes les nations du monde face aux défis environnementaux et pour un meilleur devenir de l'humanité. Prenant la parole à son tour, le président de l'Organisation de l'environnement et du développement durable a relevé la voie à suivre pour mettre en œuvre le pacte éco-citoyen. Nous démarrons aujourd'hui le processus d'adhésion du pacte. Ce sera un processus qui nécessitera la mobilisation de toutes les couches sociales et une sensibilisation multiforme. Un processus continu que nous savons ardu, exigeant de la persévérance et un engagement sans relâche pour, à partir de Niamey, étendre progressivement l'adhésion à toutes les villes et villages du Niger. Ensuite, ce fut au tour du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable de prendre la parole et de dire l'importance que revêt la protection de l'environnement. Cette cérémonie donc est une cérémonie d'engagement de tous qui sera suivie d'une opération de salubrité ici même, permettra de rompre définitivement tout lien avec le mauvais comportement, le mauvais geste, bref, avec la saleté. La propreté est un bien commun, au même titre que l'eau potable, dont personne ne peut se passer. Cette exigence fait naître un droit fondamental, c'est le droit du citoyen à disposer d'un environnement sain et approprié à la vie en cité. Il faut noter qu'à cette cérémonie de signature étaient présents les élèves du lycée Mariama qui ont exprimé leur engagement à protéger l'environnement. Enfin, cette cérémonie a pris fin avec la séance de signature qui consacre le lancement du pacte éco-citoyen. Un groupe d'internautes dénommé Nigérien Cyber Citoyen a procédé ce matin au centre régional de transfusion sanguine à une opération de don de sang. Une opération qui vise à sauver des vies et que le groupe entend mener 4 fois dans l'année. Le résumé avec Adam Soumana et Sadoumi. Démontrer aux concitoyens un des aspects positifs de l'utilisation des réseaux sociaux pour le bien-être des populations, tel est entre autres objectifs visés par le groupe des Nigériens cybercitoyens à travers une opération de don de sang. Cette opération sanitaire fait suite à un appel du dit groupe auquel plusieurs dizaines de volontaires ont répondu favorablement. J'ai l'intime conviction que dans la vie, il faut qu'on s'entraide. Et en s'entraidant, il faut sauver des vies. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé. Il y a des gens qui sont là-bas et couchés sur les lits des hôpitaux, hospitalisés. Ils ont besoin juste de ce sang-là, peut-être pour sortir même de l'hôpital. Et je pense qu'en tant qu'être humain et en tant que musulmans aussi, nous devrons toujours penser, selon notre religion, aux autres. Et quand on est en bonne santé, il faut toujours penser qu'il y a des gens qui sont là et malades. C'est surtout les enfants qui ont besoin de sang. J'ai eu des amis qui avaient leur enfant drépanocytaire, donc qui ont à un certain moment eu besoin de sang. J'ai pensé surtout à ces enfants-là. Donc si mon sang peut sauver un enfant, alors c'est la chose la plus extraordinaire qu'il soit. Je suis une maman et je sais la souffrance que ces mamans sont en train d'endurer. Le don de sang, c'est un don pour soi-même, parce que qui sait, peut-être un jour, je ne le souhaite pas, mais je pourrais avoir besoin de sang moi aussi. Et pourquoi pas donner pour recevoir un retour. Un geste hautement apprécié par les responsables du centre régional de transfusion sanguine de Niamey qui souhaitent que cela fasse école. Nous souhaitons vraiment que tout un chacun qui se sente vraiment en parfaite santé vienne sauver des vies et vienne faire comme cette structure citoyenne qui a vraiment pris l'initiative. Et ce n'est pas le premier acte, c'est un acte parmi tant d'autres pour vraiment sauver des vies humaines. Le sang, les gens le donnent gratuitement et il est aussi distribué gratuitement aux nécessités, à tous les malades sans exception. Le besoin est vraiment crucial, il y a un besoin parce qu'en fait la demande, comme on dit, est nettement supérieure à l'offre. Les gens ne donnent pas assez
Parce que les gens, souvent, c'est quand juste on a un parent qui a besoin de sang qu'il vient donner. Alors que quand tout un chacun donne, et tenez-vous bien, ça veut dire si 1% de la population nigérienne donne, il n'y aura jamais le manque de sang. Vous voyez? Donc vraiment, on souhaite que tout un chacun qui se sente en parfaite santé vienne vraiment faire... C'est un acte citoyen. Comme un sang donné équivaut à plusieurs vies sauvées, le groupe des Nigériens cyber-citoyens entend amener chaque volontaire à offrir cette denrée rare chaque trimestre, soit 4 fois dans l'année. Le samedi passé s'est déroulé à Kobagé, situé à une quarantaine de kilomètres de Niamey, la cérémonie de réception d'un centre de santé intégré et d'un collège d'enseignement général. Compte rendu Hamza Sakou et Saroudoumi. C'était dans une ambiance de grande fête que la population du village de Kobagé s'est mobilisée pour assister à cette cérémonie solennelle de réception d'un centre de santé intégré et d'un collège d'enseignement général. Ces joyaux en matériaux définitifs sont l'œuvre de l'ONG World Vision en collaboration avec le député Souley Diofo. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de l'ONG World Vision pour vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie de remise officielle du CSI type 1 entièrement financé par World Vision. Ce centre de santé intégré a été construit suite aux sollicitations des populations du village de Kobagé pour améliorer l'accès des femmes et des enfants aux services de santé primaires. L'ONG World Vision s'engage à continuer à appuyer les efforts du gouvernement du Niger et de ses partenaires au développement. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Santé, au nom de l'ONG World Vision, j'ai l'honneur de vous remettre les clés du centre de santé intégré comme notre modeste contribution aux efforts de l'État du Niger dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie des populations de Kobagé en général, des enfants en particulier. Le CSI bâti par World Vision vient améliorer les conditions de vie des populations et permettre aux femmes et aux enfants d'avoir accès aux services sanitaires, comme l'atteste le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Il est constitué d'un bloc de CSI, des latrines, un équipement solaire, des équipements médicaux, d'un branchement d'eau, le tout pour un montant estimé à 65 millions de francs CFA. Cet appui de World Vision vient renforcer les efforts du gouvernement que le gouvernement déploie dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population nigérienne. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général du gouvernorat a souligné l'importance de ces joyaux. Cet événement qui nous rassemble aujourd'hui a une signification toute particulière pour l'ensemble de la population de Torodi, en ce qu'il concerne des secteurs qui sont au cœur des préoccupations des autorités qui font des secteurs sociaux de base une priorité dans les programmes de développement. Mesdames et messieurs, chers invités, la région de Tillabéri, qui subit au quotidien toutes les formes d'adversité pour son développement harmonieux, ne peut que se réjouir de l'attention toute particulière des partenaires à travers ces importants appuis. La cérémonie est sanctionnée par un témoignage de satisfaction décerné à l'honorable Souley Diofo pour ses actions de générosité et d'une visite guidée dans ces nouvelles infrastructures. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.